Que feriez-vous si l'homme le plus riche de votre ville vous léguait toute sa fortune, à vous, une serveuse noire, en difficulté, qu'il n'avait connue que depuis 6 mois? Ce n'est pas de la fiction. C'est l'extraordinaire histoire vraie d'une amitié inattendue qui a changé 2 vies à jamais. Je me souviens avoir fixé ce chèque immense dans mes mains tremblantes, les larmes coulant sur mon visage, tandis que mon esprit retournait à ces nuits tardives, chez Giuseppe, où les nappes blanches et les verres en cristal brillaient sous un éclairage chaleureux. À l'époque, je n'étais qu'une serveuse de plus, essayant de joindre les deux bouts dans une ville remplie de gratte-ciel, mais offrant si peu d'opportunités pour quelqu'un comme moi. Vous voyez, je n'avais jamais prévu d'être au centre de toutes les conversations, ni de voir mon visage étalé dans tous les journaux du pays. Ma mère m'avait toujours appris à garder la tête baissée, à travailler dur et à traiter tout le monde avec respect, qu'il me le rende ou non. C'est exactement ce que je faisais ce soir-là, lorsque M. Richardson est entré pour la première fois dans ma section, son costume parfaitement taillé et son attitude discrète, le distinguant même parmi notre clientèle habituelle de millionnaires. La vie a une drôle de manière de nous enseigner ses leçons les plus précieuses. Parfois, elles arrivent sous des formes inattendues, à travers des personnes que l'on ne soupçonnerait pas d'avoir un impact sur notre existence. C'est ce qui m'est arrivé, à moi, Sarah Jenkins, une mère célibataire de 32 ans, enchaînant les doubles services et rêvant de reprendre mes études, tout en luttant pour payer le loyer de mon petit appartement de 2 chambres dans le sud de la ville. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'argent. Non, elle parle de quelque chose de bien plus précieux, quelque chose que ni la richesse ni le statut ne peuvent acheter. Elle raconte comment 2 personnes issues de mondes complètement différents ont trouvé quelque chose de sincère dans une ville remplie de connexions superficielles. Elle parle d'un homme qui pouvait tout acheter, mais qui a découvert son plus grand trésor dans quelque chose que l'argent ne pouvait pas acquérir, une amitié authentique. On dit que les meilleures histoires sont celles qui semblent trop incroyables pour être vraies, mais qui résonnent en nous avec une force indéniable. En partageant mon parcours avec vous aujourd'hui, je veux que vous vous rappeliez que chaque personne croisant votre chemin porte en elle un univers de possibilités. Parfois, il suffit d'avoir le courage de regarder au-delà des apparences, de voir l'être humain derrière le rôle qu'il joue dans la société. Restez avec moi et je vous raconterai comment une simple rencontre a donné naissance à un héritage qui a changé d'innombrables vies, y compris la mienne. Car au final, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est une preuve du pouvoir des liens humains sincères dans un monde qui oublie trop souvent leur importance. Je vous le promets, quand j'aurai terminé, vous ne verrez plus jamais une rencontre fortuite de la même manière. Et peut-être, juste peut-être, ouvrirez-vous votre cœur à la possibilité que la prochaine personne que vous croiserez puisse être celle qui changera votre vie pour toujours. Je n'oublierai jamais ce mardi soir de mars. Le restaurant bourdonnait de son habituelle clientèle d'hommes d'affaires et de riches habitués, leur conversation créant une symphonie familière de verres qui s'entrechoquent et de rires feutrés. Mes pieds me faisaient déjà souffrir après un double service, mais je gardais la tête haute, comme maman me l'avait appris. Monsieur Richardson était assis seul à la table 19, un coin tranquille où la douce lueur de nos appliques vintage créait une bulle de lumière intime. Il n'était pas comme les autres clients réguliers qui exigèrent de l'attention ou exhibèrent leur fortune. Non, il avait quelque chose de différent. Lorsqu'il leva les yeux de son menu, son regard croisa le mien avec une chaleur sincère. Pas le regard indifférent auquel j'étais habituée. « Que me recommanderiez-vous » demanda-t-il, d'une voix douce mais claire. Ce n'était pas la question typique d'un homme, en costume, à plusieurs milliers de dollars chez Giuseppe. La plupart commandaient sans même regarder le menu, prouvant leur statut en sachant exactement ce qu'ils voulaient. Mais M. Richardson, lui, me demandait mon avis. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vue, pas seulement comme une serveuse, mais comme une personne. Je lui ai recommandé le risotto aux champignons, une recette de ma grand-mère que le chef Marco avait adaptée pour le restaurant. C'est comme un câlin chaleureux de l'intérieur, ai-je dit, avant de me sentir immédiatement stupide d'avoir été si informelle. Mais au lieu d'être agacé, il a souri. Un vrai sourire qui atteignait ses yeux et creusait de légères rides autour d'eux. Ce soir-là, il a commandé exactement ce que j'avais suggéré. Et lorsque je suis revenue à sa table,
Il savourait chaque bouchée. « Sarah, a-t-il dit en lisant mon badge, c'est peut-être le meilleur repas que j'ai eu depuis des années. Merci. » La façon dont il a prononcé mon nom, avec respect, avec considération, était différente. À cet instant, aucun de nous ne savait que cet échange anodin serait le début de quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé à venir tous les mardis et jeudis, demandant toujours ma section. Nous parlions pendant que je le servais, de courtes conversations entre les plats, sur tout et rien à la fois. Il me demandait des nouvelles des projets scolaires de ma fille Lily, et moi, je lui parlais de son jardin, qu'il entretenait lui-même, malgré la présence de jardiniers. Ce n'étaient pas les échanges polis et creux auxquels j'étais habituée. C'étaient de vraies conversations qui, d'une manière ou d'une autre, réduisaient l'immense fossé entre nos deux mondes. Un soir, il remarqua une brochure universitaire dépassant de la poche de mon tablier. Au lieu de l'ignorer ou de faire des suppositions, il me posa des questions sur mes rêves. Et pour une raison inconnue, je lui ai tout raconté. Mon envie de terminer mon diplôme en commerce, les cours du soir pour lesquels j'économisais, mon espoir d'ouvrir un centre communautaire un jour. Il m'écoutait avec un tel intérêt sincère que j'ai presque oublié qu'il était un client. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise que cette première rencontre n'était pas un simple hasard. C'était le destin, déguisé en un moment ordinaire. Parfois, les plus grandes bénédictions de la vie se présentent sous la forme la plus simple, assise discrètement à la table 19, demandant des conseils sur le risotto. Vous savez ce qui est étrange avec les connexions sincères? Elles ont cette façon de nous faire oublier toutes les barrières artificielles que la société nous impose. Au fil des mois, nos conversations sont devenues plus profondes, plus authentiques. Monsieur Richardson, qui a fini par insister pour que je l'appelle Tom, est devenu bien plus qu'un simple client. Il est devenu quelqu'un qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la richesse, le statut et la nature humaine. Je me souviens du jour où il a remarqué que mes mains tremblaient tandis que je versais son eau. J'étais debout depuis 4 heures du matin, jonglant entre la maladie de ma fille et un échange de services. Au lieu d'ignorer cela, comme la plupart des clients l'auraient fait, il posa doucement sa fourchette et me demanda si j'avais mangé ce jour-là. Quand j'avouai que non, il insista pour que je prenne ma pause et demanda au chef de me préparer un repas. « Sarah, me dit-il, prendre soin des autres commence par prendre soin de soi. Mais ce qui a réellement brisé les barrières entre nous, c'est le jour où il m'a confié son propre passé de lutte et de sacrifice. Derrière les costumes sur mesure et les manières raffinées se cachait un homme qui avait grandi dans une petite ville agricole, qui avait perdu ses parents très jeunes et qui avait enchaîné plusieurs emplois pour financer ses études. « L'argent ne change pas qui tu es », me dit-il un soir calme. « Il rend juste plus difficile pour les autres de voir la personne que tu es vraiment. » Nous avons commencé à partager des choses que nous n'avions jamais confiées à personne d'autre. Il me parlait de la solitude du succès, du fait que les gens voulaient toujours quelque chose de lui, ou supposèrent qu'il était inatteignable. De mon côté, je lui confiais les défis d'être une mère célibataire noire, dans un monde qui semblait déterminé à me maintenir à ma place. Il n'y avait ni jugement, ni faux-semblant, juste 2 êtres humains partageant leur vérité. Les autres serveurs me prenaient pour une folle quand j'ai refusé son offre de payer l'intégralité de mes frais de scolarité. « Je vous apprécie, lui ai-je dit, mais j'ai besoin de faire cela par moi-même. » Plutôt que d'être vexé, il m'a souri avec ce qui ressemblait à de la fierté. La semaine suivante, il m'a aidé à mettre en place un emploi du temps réaliste pour mes études et m'a mise en contact avec un programme de tutorat gratuit dans un centre communautaire local. À travers nos conversations, j'ai réalisé à quel point nos valeurs fondamentales étaient similaires, malgré nos origines différentes. Nous croyons tous deux au travail acharné, au respect des autres et au pouvoir de l'éducation pour transformer des vies. Il m'a appris que le succès ne consistait pas à entrer dans un moule prédéfini, mais à rester fidèle à soi-même tout en poursuivant ses rêves. Avec le recul, je vois que nous nous apportions mutuellement des leçons précieuses. Il m'a montré que tous les riches n'étaient pas déconnectés de la réalité, et je lui ai rappelé que les relations authentiques pouvaient encore exister dans un monde obsédé par le statut. Notre amitié défiait toutes les attentes sociales, toutes les règles tacites sur la façon dont un milliardaire et une serveuse étaient censés interagir. Mais c'est là toute la beauté des relations authentiques.
Elles ne suivent aucune règle. Elles se développent dans cet espace, entre ce que la société nous dit d'être et ce que nous sommes réellement. À travers nos discussions sur la vie, nos rêves et même notre amour commun pour la musique soul classique, nous avons construit quelque chose de rare dans ce monde moderne, une amitié fondée uniquement sur la compréhension et le respect mutuel. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que derrière les sourires chaleureux de Tom et ses conversations attentionnées, il menait un combat silencieux, le léger tremblement de sa main que j'avais remarqué sans jamais mentionner, la fatigue qui transparaissait parfois, malgré son apparence toujours impeccable. Tout cela était le signe de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je me souviens du soir où il est arrivé, plus fatigué que d'habitude. Le restaurant était presque vide, et tandis que je lui apportais son habituel thé à la camomille, il m'a fait signe de m'asseoir. « Sarah », a-t-il murmuré, « j'ai un cancer en phase terminale. » 3 mots qui ont brisé le rythme réconfortant que nous avions établi. J'ai senti mon monde vaciller, mais je savais que je devais être aussi forte pour lui qu'il l'avait été pour moi. Pendant que je peinais à payer mon loyer et à acheter les fournitures scolaires de Lily, il suivait discrètement ses séances de chimiothérapie entre nos conversations. Pourtant, jamais il n'a laissé sa maladie définir notre amitié. Au contraire, il semblait plus déterminé que jamais à partager sa sagesse, à écouter mes rêves, à faire en sorte que chaque moment compte. La vérité sur les épreuves, c'est qu'elles ne font pas de distinction entre les classes sociales. Voici un homme qui pouvait se permettre les meilleurs soins médicaux du monde, mais dont l'argent ne pouvait pas acheter plus de temps. Et moi, je me battais avec mes propres combats, enchaînant les heures de travail et les études nocturnes, essayant d'être à la fois mère et père pour Lily, affrontant une discrimination subtile qu'aucun effort ne semblait suffire à effacer. Nous n'avons jamais reparlé directement de sa maladie après cette nuit-là, mais nos conversations ont pris une profondeur nouvelle. Il a commencé à partager des histoires sur ses regrets et ses réussites, non pas comme des leçons, mais comme des vérités qu'il avait besoin que quelqu'un comprenne. La plupart des gens pensent que la richesse, c'est posséder tout ce qu'on veut, m'a-t-il dit un soir. Mais la vraie richesse, c'est ce que tu donnes. Pas seulement l'argent, mais aussi ton temps, ta compréhension, ton vrai toi. J'ai commencé à me confier davantage aussi, sur les nuits où je pleurais d'inquiétude pour l'avenir de Lily, sur la honte que je ressentais quand je devais choisir entre acheter des manuels scolaires ou de nouvelles chaussures pour ma fille, qui grandissait trop vite. Il m'écoutait sans juger, ne cherchant pas à me donner des solutions, mais simplement à me comprendre. Et j'ai compris que parfois, l'écoute et la compréhension valent bien plus que toute aide financière. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que jamais il n'a laissé sa maladie l'empêcher de s'intéresser à ma vie. Même les jours où je pouvais voir qu'il souffrait, il me demandait comment se passaient mes examens ou quel nouveau dessin Lily avait fait. Il m'a appris que la véritable force ne réside pas dans la dissimulation de ses souffrances, mais dans le choix de rester engagé dans la vie et dans le bonheur des autres, malgré tout. Ces mois-là m'ont appris quelque chose de profond sur la connexion humaine. Parfois, les personnes qui semblent tout avoir sont celles qui mènent les plus grandes batailles, et ceux qui auraient toutes les raisons de ne penser qu'à eux-mêmes choisissent, au contraire, d'aider les autres à s'élever. En partageant nos épreuves cachées, nous avons trouvé plus qu'un simple réconfort, nous avons découvert une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain. Je ne m'attendais pas à ce que cet après-midi de jeudi soit notre dernière conversation. Le restaurant était calme et Tom était assis à sa table habituelle. Mais quelque chose était différent. Dans son regard, il y avait un mélange de paix et de détermination que je n'avais jamais vu auparavant. Il m'a demandé de m'asseoir avec lui, ce qui n'avait plus rien d'inhabituel à ce stade. Mais ce qu'il m'a dit ce jour-là allait bouleverser ma vie à jamais. « Sarah », dit-il en glissant une enveloppe sur la table, « j'ai pris des décisions concernant mon héritage. » J'ai essayé de l'interrompre, de lui dire que nous n'avions pas besoin de parler de ça, mais il a levé la main doucement. « Tu m'as montré quelque chose de précieux ces derniers mois, ce que signifie être authentique dans un monde d'apparence. Tu ne m'as jamais traité différemment à cause de ma richesse ou de ma maladie. Sais-tu à quel point c'est rare? » Il m'a parlé de sa décision de me léguer la majorité de sa fortune. Je me souviens avoir eu le vertige, tentant d'assimiler ses paroles, alors que mon cœur battait à toute vitesse.
Non, Tom, je ne peux pas. Ai-je commencé, mais il m'a de nouveau interrompu. Ce n'est pas de la charité, Sarah. C'est un investissement en toi, en tout ce que tu es, et en tout ce que je sais que tu deviendras. Tu comprends à la fois la difficulté et la compassion. Tu connais la valeur de l'argent sans en être obsédé. Mais surtout, tu vois les gens, vraiment. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. Tom était parti paisiblement dans son sommeil. La frénésie médiatique qui a suivi a été écrasante. Un milliardaire lègue sa fortune à une serveuse, s'étalait sur toutes les unes. Les spéculations étaient bien cruelles. Certains pensaient que je l'avais manipulé, que notre relation cachait quelque chose d'inapproprié. Certains remettaient en question son état mental. D'autres insinuaient que j'avais profité d'un homme mourant. Mais ils ne connaissaient pas Tom. Ils ne l'avaient pas vu organiser minutieusement ses papiers. Durant ces derniers mois, ils n'avaient pas été témoins de la clarté dans ses yeux lorsqu'il parlait de sa décision. Ses avocats ont présenté une vidéo qu'il avait enregistrée, expliquant son choix de sa propre voix. Sarah Jenkins, disait-il dans l'enregistrement, incarne tout ce en quoi je crois sur le potentiel humain. Elle n'avait pas besoin de mon argent pour être extraordinaire. Elle l'était déjà. Mais avec ses ressources, elle peut créer le changement dont elle a toujours rêvé. Le plus surprenant n'était pas l'héritage lui-même, mais les instructions détaillées qu'il avait laissées. Il avait étudié mes rêves, mes projets pour le développement communautaire, mes idées pour la réforme de l'éducation. Il ne s'était pas contenté de me léguer de l'argent. Il avait créé un cadre aligné avec tout ce dont nous avions parlé lors de nos innombrables conversations. C'était comme s'il avait vu droit dans mon cœur et tracé un chemin pour chacun des rêves que j'avais un jour partagés à cette table du restaurant. Dans les semaines chaotiques qui ont suivi l'annonce, je me suis accrochée à une chose que Tom m'avait dite lors de notre dernière rencontre. La vraie richesse ne réside pas dans l'argent, Sarah. Elle est dans la reconnaissance de la valeur de chaque connexion humaine, aussi brève ou inattendue soit-elle. C'est une leçon que tu m'as enseignée et c'est une leçon que je te fais confiance pour transmettre au monde. Cela fait 5 ans que ce jour a bouleversé ma vie. Et chaque matin, je me réveille en me demandant « Que verrait Tom comme digne de sa confiance ?» La réponse guide chacune de mes décisions concernant son héritage. Mais créer un legs ne consiste pas seulement à dépenser de l'argent, c'est multiplier l'impact grâce à la compréhension et à l'opportunité. La première chose que j'ai faite a été de fonder la Fondation Richardson Jenkins pour l'autonomisation éducative. Pas juste un autre programme de bourse, mais un véritable système de soutien pour des personnes comme moi, des rêveurs qui ont besoin de plus que d'argent pour réussir. Nous offrons une garde d'enfants aux parents célibataires poursuivant des études, des programmes de mentorat connectant les étudiants avec des professionnels et des fonds d'urgence pour ces moments imprévus qui peuvent faire dérailler un parcours scolaire. Je n'ai jamais oublié ces nuits passées à étudier à la table de ma cuisine après des doubles services. Alors, nous avons créé les centres de réussite nocturnes, des espaces d'études ouverts 24 heures sur 24, avec du tutorat gratuit, des ordinateurs en libre accès et même des repas sains. Ils sont installés dans les quartiers où les rêves s'éteignent trop souvent par manque de ressources et de soutien. Tu te souviens de ce centre communautaire dont je rêvais? Eh bien, maintenant, il y en a 12 à travers la ville. Mais ce ne sont pas juste des bâtiments, ce sont des incubateurs de changement. Nous proposons des cours de codage pour les enfants, des ateliers de littératie financière pour les adultes, des services de soutien en santé mentale et des formations professionnelles. Chaque centre fonctionne selon ce que j'appelle le principe de Tom, traiter chaque personne qui franchit nos portes avec respect et dignité. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est notre initiative d'autonomisation des entrepreneurs. Nous ne nous contentons pas d'accorder des subventions aux entrepreneurs issus de minorités. Nous créons des écosystèmes de soutien entiers. Conseils juridiques, services comptables, mentorat, opportunités de réseautage, tout ce dont j'aurais rêvé d'avoir accès lorsque je formulais mes ambitions dans les cuisines de Giuseppe's. L'initiative a déjà permis le lancement de plus de 300 entreprises prospères, générant des emplois et bâtissant de la richesse dans des communautés longtemps négligées. Tom m'a appris que le véritable impact ne se mesure pas en dollars dépensés, mais en vies transformées. C'est pourquoi chaque programme que nous mettons en place doit passer ce que j'appelle le test de la table 19.
ferait-il en sorte que quelqu'un se sente vu, valorisé et capable d'accomplir ses rêves. Exactement comme Tom m'a fait sentir à cette table de restaurant, il y a toutes ces années. Ce qui m'émerveille le plus, ce sont les effets en cascade. Les enfants de nos bénéficiaires de bourse entrent maintenant à l'université. Les entreprises que nous avons aidées à démarrer mentorent de nouveaux entrepreneurs. Les diplômés de nos centres communautaires reviennent en tant qu'enseignants et conseillers. C'est exactement ce en quoi Tom croyait, le pouvoir exponentiel d'investir dans le potentiel humain. Les médias publient encore parfois des articles sur la milliardaire serveuse. Mais ce n'est pas ainsi que je me vois. Je ne suis qu'une gardienne de la vision de Tom, une vision que nous avons partagée à travers ces tables de restaurant. Celle d'un monde où l'opportunité n'est pas limitée par le code postal, où les circonstances, où les connexions authentiques peuvent combler n'importe quel fossé, et où chacun a la possibilité d'écrire sa propre histoire de réussite. Parfois, quand je retourne chez Giuseppe's, je me surprends encore à jeter un coup d'œil à la table 19. Le monde a tant changé depuis ces soirées de conversation et de rêves partagés. Ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais l'héritage le plus précieux que Tom m'a laissé n'était pas l'argent. C'était la compréhension que chaque connexion humaine porte en elle le potentiel d'un impact extraordinaire. Tu vois, la société nous apprend souvent à rester à notre place, à accepter les limites que les autres nous imposent. Mais Tom m'a montré que la véritable grandeur réside dans la reconnaissance de l'humanité en chaque personne que nous rencontrons, quel que soit son statut ou ses circonstances. Il aurait pu me voir comme une simple serveuse, et j'aurais pu le voir comme un simple client fortuné. Au lieu de cela, nous avons choisi de nous voir comme des êtres humains. Et ce choix a tout changé. L'héritage que nous construisons ne se résume pas aux bâtiments, aux programmes, ou même aux milliers de vies que nous avons aidé à transformer. Il s'agit de remettre en question les récits qui nous maintiennent séparés, de prouver que des liens authentiques peuvent combler n'importe quel fossé. Chaque fois qu'une mère célibataire obtient son diplôme grâce à notre programme, chaque fois qu'une entreprise appartenant à une minorité ouvre ses portes, chaque fois qu'un enfant découvre son potentiel dans l'un de nos centres, nous écrivons de nouveaux chapitres dans l'histoire que Tom et moi avons commencée. Je repense souvent à ce que Tom m'a dit lors de notre dernière conversation. Sarah, l'argent peut bâtir des structures, mais seule une connexion humaine sincère peut créer un changement durable. Il avait raison. La véritable mesure de notre impact ne se trouve pas dans les millions que nous avons investis, mais dans les instants de connexion authentique que nous avons inspirés, dans les barrières que nous avons aidé à briser, dans les rêves que nous avons contribué à rendre possibles. En partageant cette histoire avec vous aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder autour de vous et à vous demander qui est assis à sa propre table 19 en ce moment. Quelle conversation manquez-vous parce que vous avez accepté les barrières artificielles que la société a érigées? Quels rêves pourriez-vous aider à nourrir, simplement, en choisissant de voir au-delà des différences superficielles? Les plus grands trésors de la vie se cachent souvent derrière des moments ordinaires. Osez créer des liens authentiques. Ils pourraient bien transformer votre monde. Souvenez-vous, parfois, la personne qui vous sert votre café pourrait être celle qui changera votre communauté. L'inconnu, assis à côté de vous, pourrait devenir votre plus grand mentor. Chaque interaction porte en elle le potentiel d'un impact extraordinaire. Likez, abonnez-vous et partagez cette histoire pour rappeler aux autres que, parfois, l'héritage le plus précieux n'est pas l'argent, c'est le pouvoir de faire la différence. Parce qu'au final, nous faisons tous partie de l'héritage des autres, une connexion authentique à la fois.